Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous fêtons un anniversaire très particulier puisque nous publions la 100e vidéo de notre chaîne créée il y a moins d'un an. En raison d'un rythme de publication de 2 vidéos, parfois même 3 par semaine, nous avons atteint ce chiffre symbolique grâce à vous et grâce à votre soutien permanent. Vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux à nous rejoindre, à découvrir nos contenus, nos idées et notre amour de Wizarding World. Et rien ne peut nous toucher plus que de vous voir liker, commenter, partager nos contenus. Alors, pour tous ceux qui sont là depuis le début de cette magnifique aventure, comme pour tous ceux qui nous ont rejoints plus récemment, un immense merci du fond du cœur. Et pour tous ceux qui nous découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, on fera tout pour ne pas vous décevoir. C'est pour nous un très grand plaisir donc de vous présenter cette vidéo anniversaire en introduisant pour la première fois l'un des personnages les plus incroyables et emblématiques de la saga Harry Potter, à savoir son parrain, Sirius Black. Cette vidéo viendra très utilement augmenter notre playlist sur les personnages de la saga. Il s'agit également du second maraudeur après Peter Pettigrew dont nous allons parler. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du pain sur la planche tant ce personnage bénéficie d'une histoire riche et intéressante, tragique et en même temps grandiose. Donc installez-vous confortablement dans votre fauteuil ou dans votre canapé et c'est parti pour la 100e vidéo du Cri de la Gargouille. Sirius Black est un mythe à lui tout seul au final, un personnage pas comme les autres avec une histoire pour le moins originale et comme on les aime, complexe, mais aussi pour le coup bougrement attendrissant. Dépeint comme un homme sanguinaire dès les toutes premières pages de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban, nous n'aurons de cesse de découvrir un homme bien éloigné de tout cela et surtout aux 1000 facettes. Capable de jouer sur des registres et des tonalités bien différentes, Sirius Black ne peut laisser indifférent toute personne dotée d'un minimum d'empathie. C'est un homme droit, honnête, mais dont l'histoire et les drames qui la composent ont profondément bouleversé l'histoire et la vie de ce personnage. C'est donc à ce mythe que nous allons nous attaquer aujourd'hui pour tenter de lever une part du voile de ce maraudeur. Sirius Black est né un 3 novembre 1959. Ses parents, Orion Black et Walburga Black, viennent tous deux d'une lignée de sang pur, évidemment comme il est de bon ton dans la famille Black. Ils sont même d'ailleurs cousins au second degré. Forcément, le nombre de familles de sang pur étant limité, les mariages finissent par se faire entre familles plus ou moins éloignées pour le coup, et ceci explique d'ailleurs certains déséquilibres psychiques dont certaines familles sont évidemment les victimes, comme les Gaunt par exemple. Sirius Black est le fils aîné, n'aura d'ailleurs qu'un seul frère plus jeune que lui, Regulus Black. Ils ne seront jamais véritablement proches, même pendant l'enfance, tout au contraire d'ailleurs. Sirius est déjà un rebelle dans l'âme et rentre souvent en opposition vis-à-vis de ses parents et notamment sa mère, alors que Regulus Black est un parfait Black pour le coup. Il joue le jeu à merveille et tient son titre de noblesse virtuelle en haute estime, ce dont Sirius se contrefiche en réalité. Il est vrai que pour le coup la famille Black est un brin particulière dans la mesure où ils sont intimement persuadés que les sangs purs exercent une forme de suprématie sur tout le monde des sorciers. Ils ont une aversion très particulière pour tout ce qui ne vient pas d'une lignée 100% authentique de sorciers. Ainsi, les moldus, les némoldus, les crackmolls ou encore des familles venant à trahir leur statut du sang n'ont pas voix au chapitre et ne doivent en aucun cas être fréquentés ni en aucun cas épousés sous peine de courroux familial généralisé, doublé d'un effacement dans l'arbre généalogique, perspective fort sympathique s'il en est. Toute personne s'éloignant de près ou de loin du modèle prédéterminé de cette famille subira des conséquences toute sa vie et la dernière génération des Black aura porté son lot de traîtres. D'abord avec Andromeda Black, qui, à contrario de ses deux sœurs, décidera d'épouser un émoldu en la personne de Ted Tonks, puis évidemment Sirius Black dont l'histoire est pour le coup bien connue. Sirius a toujours eu une aversion pour les valeurs de sa propre famille et n'a jamais vraiment hésité à les exprimer à haute voix, ce qui était pour le coup extrêmement mal perçu, vous pouvez l'imaginer. Il n'a d'ailleurs pas du tout attendu l'âge adulte pour devenir une vraie tête brûlée sur ce sujet, puisqu'après sa première année de scolarité et sa répartition à Gryffondor, il osera redécorer toute sa chambre dans la noble maison des Black de la rue Grimmauld aux couleurs de Gryffondor. Dans le genre provocation, on a rarement connu mieux, une crise d'adolescence avant l'heure en somme. De toute façon, Sirius n'a jamais été heureux dans cette maison ni dans cette famille, un peu à l'instar d'Harry Potter d'ailleurs. Il faut reconnaître que son enfance ne fut pas simple et que le fait de s'opposer très tôt à sa mère ne lui arrangera pas véritablement son quotidien. C'est pour cela qu'il fut particulièrement heureux de quitter le domicile familial pour rejoindre les bancs de Poudlard lors de sa 11e année. Contrairement à tous les Blacks avant lui depuis des décennies, il sera réparti dans la maison Gryffondor. On ignore pour le coup la nature de cette répartition, est-ce un choix ou une décision unilatérale du choix-peau? On peut se poser la question, mais dans les deux cas, c'était de toute façon le bon choix pour cette personnalité absolument hors du commun. Rien que sa maison de rattachement est devenue une véritable honte familiale, et on peut imaginer que lorsque l'on a un frère comme Regulus, des cousines comme Narcissa et Bellatrix, et une mère aussi charmante que la sienne, il est assez
aisé d'imaginer l'ambiance assez lourde au quotidien, d'autant plus que Sirius ne se contente pas, bien évidemment, de simplement redécorer sa chambre. Il tient tête verbalement à ses parents et au reste de la famille, et il se complaît à montrer ouvertement une admiration sans borne pour les moldus et leur création. À ce niveau-là, on est presque dans la définition parfaite et complète de l'objecteur de conscience. C'est donc en réalité à Poudlard que Sirius va vivre ses meilleures années et faire les plus belles rencontres, celles qui marquent une vie durablement. Là où la vie dans la noble maison des Black s'apparentait à une longue et monotone réalité, Poudlard était pour lui une véritable aventure, un terrain de jeu, une libération complète, un endroit où il se sent bien, heureux et entouré d'amis. Lui qui fut isolé une grande partie de son enfance dans une famille qu'il n'aimait pas et qui lui rendait bien, il se trouve à Poudlard non isolé et tout au contraire très entouré. Très rapidement, il devient même membre d'une bande d'amis qui seront inséparables parmi une longue période avant que les événements de la première guerre des sorciers viennent tout faire basculer. Évidemment, vous le savez, dès la première année, un petit noyau se forme autour de James Potter, Sirius Black, Remus Lupin et Peter Pettigrew. Ces 4 jeunes garçons vont tester à de multiples reprises toutes les limites d'à peu près tous les règlements de l'école. En réalité, il semblerait qu'aucun article du règlement n'ait pas été violé au moins une quinzaine de fois de multiples manières par Sirius et ses amis. Si dans ce groupe certains viennent un peu pondérer les choses comme Remus qui est d'un naturel beaucoup plus calme, sauf pendant la pleine lune évidemment, ou Peter qui lui pour le coup n'est qu'un suiveur, James et Sirius sont franchement de véritables têtes brûlées et on se demande d'ailleurs bien pourquoi ils n'ont jamais été renvoyés de l'école de sorcellerie compte tenu du potentiel très poussé en matière de bêtises et autres joyeusetés permettant de mettre à mal tout sentiment d'autorité au sein de l'école. Seulement, comme souvent dans une bande d'amis, il y a toujours un qui porte un secret lourd à porter. Chaque mois, Lupin disparaissait mystérieusement du château et il ne fallait pas très longtemps à Sirius et James pour découvrir la réalité de la condition de Lupin et son statut de loup-garou. Et c'est ici que la magie rowlingienne et son appel permanent à la tolérance vont faire leur œuvre. On aurait pu imaginer que découvrir cette vérité aurait pu être un choc pour Sirius, James et Peter et que dès lors, à partir de ce moment-là, ils auraient pu se détourner rapidement de leurs anciens camarades et de faire comme la quasi-totalité de la communauté magique, c'est-à-dire détourner le regard et pointer la différence de Remus du doigt. Mais dans le monde de Rowling, ce fut au final l'exact contraire. Ces 3 jeunes sorciers, en plus de trouver finalement assez cool le statut de Remus, ont également été pris d'une certaine compassion qui les a poussés à vouloir finalement tenir compagnie à leur ami prisonnier de cette malédiction. Et pour cela, évidemment, il n'était pas envisageable de s'y rendre sous leur forme humaine. C'est assez logique. Et donc en toute logique, devenir un animagus demande des compétences magiques pour le moins extraordinaires, et cela ne peut se faire qu'au bout de très longues années de pratique et d'études. Cependant, la motivation des 3 comparses fit des miracles dans la mesure où ils réussirent en peu de temps, et malgré leur très jeune âge, à devenir des animagus. Si Sirius et James y arrivèrent assez rapidement, ce fut complexe pour Peter qui, contrairement à ses 3 comparses, n'avait quasiment aucune compétence magique particulière et demeurait d'une puissance franchement très inférieure, mais aidé par ses amis, il finira quand même par y arriver sous une forme de rat, moins élaborée que la transformation de Sirius en un énorme chien, ou alors que celle de James qui avait opté pour un cerf imposant, mais en réalité leur transformation répondait en fait à plusieurs objectifs, l'un d'entre eux étant d'être capable de retenir physiquement Remus sous sa forme de loup, et l'autre permettant également de se faufiler facilement auprès du solcogneur pour appuyer sur le mécanisme permettant de déverrouiller l'accès au souterrain conduisant jusqu'à la cabane hurlante près du village de Préolard. Cette curieuse bande se donna même un nom, les Maraudeurs, et se dotèrent de surnoms avant de créer la fameuse carte du Maraudeur qui leur permettait de surveiller quiconque se trouvait dans l'enceinte du château. Par cet acte de magie particulièrement avancé, Sirius prouve qu'il est un grand sorcier en plus d'être un personnage pour le moins soucieux du bien-être de ses amis. Mais il ne faut pas oublier pour autant que Sirius Black est un personnage pour le moins téméraire et franchement un peu dangereux sur les bords, même si cela le rend d'ailleurs encore plus sympathique. Dans Harry Potter et l'Ordre du Phénix, Sirius porte d'ailleurs un regard un peu sévère sur sa période scolaire et sa jeunesse où on sent bien quelques regrets légers sur sa conduite. Il se qualifie même d'idiot en fait. Il faut dire qu'il le fait effectivement un petit peu, on peut dire ça comme ça. Lui et James Potter étaient un peu les amuseurs publics, les ambianceurs de l'école et se trouvaient à un niveau de popularité à faire pâlir n'importe quelle célébrité du monde des sorciers. Il s'agissait de troubles faits, mais surtout de jeunes adolescents dont le mot limite ne faisait vraisemblablement aucunement partie de leur vocabulaire. Bref, tout pour les rendre sympathiques, même quelque part auprès du personnel enseignant, qui louait l'intelligence notamment de Sirius Black, mais regrettait de manière quasi quotidienne que cette intelligence soit mise en permanence à inventer toutes sortes de violences
violation du règlement et de la discipline pourtant stricte à Poudlard. Sirius était également un bourreau des cœurs, il faut dire qu'il ne manquait pas d'une certaine allure, vous savez le côté très années 80 des bad boys, cheveux longs, veste en cuir et attitude rebelle au programme. Cette espèce de style qu'il se donnait ne laissait évidemment aucune fille de l'école indifférente et il faut dire qu'il avait effectivement belle allure et qu'il a su avec le temps la garder d'ailleurs malgré les nombreuses années d'emprisonnement qu'il effectuera par la suite. Et forcément, qui dit Gryffondor dit forcément un antagoniste chez Serpentard et il n'y a pas à chercher très loin à l'époque puisque l'homme parfait tombe littéralement du ciel en la personne du jeune Severus Rogue. Sirius n'est pas directement impliqué dans la haine personnelle qui existe entre James et Rogue, mais en bon camarade, évidemment, Sirius ne manquera jamais une occasion de soutenir James contre son ennemi juré. Logique, cette haine en réalité date carrément de leur arrivée à l'école en première année, ce fut à peu près le même schéma que pour l'opposition entre Harry Potter et Draco Malfoy quelques décennies plus tard. Cette détestation va perdurer pendant toute leur scolarité et sans discontinuer. Le moins que l'on puisse dire, c'est que James et Sirius ont largement profité de leur temps libre pour harceler Severus Rogue dès qu'ils en avaient la possibilité. Les violences vis-à-vis de ce personnage assez original, dont nous vous parlerons évidemment sur cette chaîne dans quelques temps, ne se sont pas contentés d'être simplement mentales. Il y avait aussi des actes d'intimidation physique à son encontre. James était généralement celui qui commençait et Sirius suivait. Petit grossi, mais toujours un peu à l'écart, et Remus, lui, se tiendra toujours à bonne distance, n'acceptant pas cette manière de procéder, mais il ne s'opposera pas non plus évidemment à tout cela. Pour maîtriser James Potter, il faudra en réalité l'intervention de Lily Evans pour le ramener un peu à la raison et lui faire abandonner cette cabale contre Severus Rogue. Cependant, les maraudeurs ne s'excuseront jamais, alors que pourtant l'irréparable a bien failli se produire une fois. Et malheureusement, celui qui est à l'initiative de cet acte extrêmement dangereux n'est pas pour une fois James Potter, mais bel et bien Sirius Black. Lors de leur 5e année à Poudlard, Sirius Black n'a rien trouvé de mieux que de tendre un piège à Rogue, piège on ne peut plus dangereux puisqu'il lui a indiqué la manière d'entrer dans le souterrain sous le sol cogneur et ainsi se rendre à la cabane hurlante. Cabane hurlante qui, on vous le rappelle, est un lieu de nombreux fantasmes, en tout cas pour les élèves de Poudlard. Rogue était tout sauf stupide, sauf que c'était un jeune homme désireux de faire ses preuves et qui ne semblait pas avoir peur de grand chose en réalité. Le problème c'est que Rogue s'est donc bien rendu au sol cogneur et a activé le mécanisme. La seule difficulté c'est qu'il s'agissait d'une nuit de pleine lune et que, nécessairement, Remus était confiné dans la cabane hurlante sous sa forme de loup-garou. Vous imaginez le risque mortel que Rogue encourait. Il s'en est fallu de peu pour que James Potter réussisse à sauver Rogue d'extrême justesse pour empêcher un désastre. Sa relation, qui n'était pas brillante entre Rogue et Sirius, sera définitivement rayée de la carte jusqu'à la fin de leur vie. Rogue en tiendra rigueur toute sa vie, aussi bien à Sirius qu'à James Potter, et cela aura des répercussions évidemment sur Harry Potter lui-même. À la fin de sa 5e année, la vie de Sirius commença à changer, mais en bien, dans la mesure où il décida de rompre définitivement ses relations avec sa fantastique et magnifique famille. Il sera recueilli par les parents de James Potter, Flemmont et Euphoria Potter, dont nous vous parlions dans une vidéo spécifiquement dédiée à la généalogie des Potter à travers les siècles, et ces deux aïeuls et ces deux grands-parents finalement de Harry Potter s'occuperont de lui finalement comme un second fils sans aucune difficulté. Devant cette trahison familiale, la charmante mère de Sirius Black décida évidemment de rayer son nom de la généalogie des Black, représentée sous forme d'une immense tapisserie exposée dans la noble maison des Black. A priori, Sirius n'aura plus jamais aucun contact avec sa famille au premier degré, mais continuera à entretenir quelques relations avec un de ses oncles, notamment le frère de sa mère plus précisément, qui lui laissera un héritage très confortable, lui permettant d'acquérir une certaine indépendance financière à la fin de ses études. Sirius Black ne saura rien a priori de son vivant sur le sacrifice absolument courageux et incroyablement courageux même de son frère Regulus Black, car ils ne se reparleront plus jamais. Une fois son cursus scolaire terminé, Sirius reste évidemment proche de Remus, Peter et surtout de James, avec qui ils feront équipe de nombreuses fois. Il était tout à fait logique qu'ils se joignent tous à l'ordre du Phénix, en tous les cas pour James, Sirius et Remus. Peter, encore une fois, n'était qu'un suiveur. James et Sirius vivront de très nombreuses aventures, évidemment, ensemble durant ces 2 années de guerre contre Voldemort, lors de ce qu'on appelle désormais la première guerre des sorciers. Une histoire en particulier nous est contée dans une nouvelle inédite et jamais publiée par J.K. Rowling dans aucun livre. On vous invite à regarder sur notre chaîne la vidéo sur ce manuscrit oublié de Harry
Harry Potter que nous allons vous mettre en fiche et dans la barre d'informations. En résumé, dans cette nouvelle, vendue lors d'une vente de charité dont l'écriture est postérieure au dernier tome de Harry Potter, on suit les péripéties de Sirius et James Potter qui tentent d'échapper à une patrouille de police. Si Sirius et James sont sur la moto du jeune Black, il semble bien que cette moto moldue ait été modifiée par la magie car elle semble être capable de prouesses peu communes. Une fois coincés, entre guillemets, par la police, Sirius et James vont s'adonner à une sacrée partie de franche rigolade au détriment de ces deux pauvres policiers qui ne comprennent pas véritablement ce qu'il se passe. Ils comprendront, ou pas d'ailleurs, quelques instants plus tard lorsque des mange-morts vont venir s'attaquer aux deux sorciers et qu'une bataille va éclater jusqu'à ce que Sirius et James fassent léviter la voiture de police pour désarçonner les mange-morts qui s'étaient juchés sur des balais. Ils finirent par prendre la suite sur la moto volante, fin de l'histoire. On peut imaginer qu'ensuite le ministère de la Magie aura eu un petit peu de travail pour effacer la mémoire des deux pauvres policiers qui ont dû se poser, en tout cas momentanément, de très nombreuses questions. Cet épisode-là, inédit de la saga, en dit très long sur l'amitié et l'osmose qui règne entre Sirius et James, qui ne sont jamais véritablement en fait quittés. Sirius deviendra même le témoin de James lors de son mariage avec Lily Evans. Et tout aussi logiquement, il sera choisi comme parrain de Harry Potter à sa naissance. Cette nomination n'était pas que symbolique et pas simplement un geste d'amitié parmi tant d'autres. Dans cette période troublée, en pleine guerre des sorciers, il était évident que chaque membre de l'Ordre du Phénix était en grave danger et pouvait un jour ne pas rentrer d'une mission ou subir des blessures irrémédiables comme cela sera le cas pour les Aurores, Frank et Alice Londubat, les parents de Neville. Sirius avait donc été choisi par le couple Potter pour être le protecteur de Harry et une sorte de père de substitution dans l'éventualité où quelque chose se produirait. Malheureusement, l'histoire allait être tout à fait différente. La première année de vie de Harry Potter est une année heureuse, pleine d'amour, remplie d'innocence, peut-être la seule de toutes ces années de vie d'ailleurs. Peu de souvenirs subsistent de cette époque heureuse d'ailleurs, mis à part une lettre découverte par Harry dans la chambre de Sirius Black 2 ans après sa mort. Une lettre rédigée par Lily Potter pour remercier Sirius d'avoir acheté un balai pour enfants à Harry à l'occasion de son premier anniversaire. Dans cette lettre, intéressante pour la suite de l'aventure car elle comporte des éléments sur la jeunesse de Dumbledore, mais cette partie de la lettre a mystérieusement disparu, on apprend à l'occasion de ce courrier que James et Lily sont cachés à Godric's Hollow avec vraisemblablement pour instruction de ne pas quitter leur domicile. Si cette période demeure heureuse pour Harry Potter, cela ne semble pas franchement être le cas pour Sirius qui est très angoissé. La prédiction de Trelawney à Dumbledore, cette prophétie finalement qui change tout, est venue profondément bousculer l'ordre établi. Comme dans toute période historique où une résistance se trouve prise à partie violemment, on assiste au développement de phénomènes de paranoïa extrême et c'est ce à quoi Sirius va être soumis. Quand les Potters sont informés par Dumbledore de la prophétie de Trelawney et du fait que Voldemort a été mis au courant par Rogue avant que ce dernier ne se repentisse rapidement, dès lors la protection de Harry et de ses parents doit être assurée au maximum et pour cela Dumbledore va recommander un sort, celui du gardien du secret. Évidemment, le choix des Potters se tourne immédiatement vers Sirius Black. Cependant, ce dernier a peur et il a peur que Voldemort le suspecte et se donne donc tous les moyens pour le faire craquer. Sirius pense plus prudent, et sur le papier il n'a pas tort, qu'il vaut mieux proposer quelqu'un d'autre. Et en cela il est difficile de ne pas y voir une véritable intelligence stratégique. Il propose non pas Remus Lupin, en qui il ne fait plus confiance, compte tenu du fait qu'il pense quand même que c'est un espion de Voldemort, statut du loup-garou dans la société du monde des sorciers, bonjour, et décide donc naturellement que celui que l'on soupçonnera le moins est l'inoffensif et craintif Peter Pettigrew. Manque de bol, ce dernier est un espion à la solde des Mange-Morts depuis maintenant belle lurette, et la suite malheureusement on la connaît. La nuit du 31 octobre 1981, James et Lily Potter vont être assassinés et Voldemort sera provisoirement détruit dans cette nuit historique du monde des sorciers. Mais ce qui nous intéresse davantage, c'est ce qui s'est passé tout de suite après, car beaucoup de monde est passé à Godric's Hollow ce soir-là. Ce fut même franchement un défilé. On sait que Rogue y est venu, mais ce fut également le cas pour Hagrid qui est allé récupérer Harry Potter, évidemment. Mais ce que beaucoup ignorent, car cela n'a pas été montré dans les films, évidemment, comme souvent malheureusement, c'est que Sirius Black fut probablement le second à être sur les lieux. Sirius est absolument détruit ce soir-là. Il se sent complètement détruit d'avoir causé cette catastrophe, car il comprend évidemment immédiatement ce qu'il s'est passé en réalité. Au départ, lorsque Hagrid arrive à Godric's Hollow, Sirius souhaite s'occuper de Harry et assumer pleinement son rôle de parrain. La problématique est que Dumbledore a donné des ordres extrêmement précis à Hagrid, et ce dernier évidemment n'a pas envie de négocier. La consigne était de ramener Harry Potter au plus vite au 4 Private Drive, au domicile de la sœur de
de Lily Potter pendant que Hagrid s'acquitte de cette mission. On peut imaginer sans mal que Dumbledore entoure la maison de nombreux sortilèges permettant d'assurer au mieux la protection du jeune enfant. Black essaye d'argumenter un petit peu, mais pas vivement. Il est très affaibli par la douleur et il va même jusqu'à prêter sa moto à Hagrid pour que ce dernier aille plus vite, mais surtout parce que selon lui, il n'en aura plus besoin dorénavant. Dans son fort intérieur, la décision est prise. Il fallait venger cet acte horrible, retrouver et tuer Peter Pettigrew. Ce n'était pas qu'une lubie, c'était à son sens un devoir, une nécessité impérieuse. En quittant la maison des Potter ce soir-là, il débute sa traque dans un premier temps sans succès avant de finalement le recroiser dans un centre-ville. C'est à ce moment-là que Pettigrew sait que sa dernière heure est probablement arrivée. Entouré de nombreux témoins, tous moldus, Pettigrew va accuser Black du meurtre des Potter avant de prendre la fuite dans une déflagration catastrophique qui entraînera la mort de 12 personnes. Lorsque les autorités du ministère de la Magie arrivent sur place, ils trouvent un Sirius Black écrasé par le chagrin et pris d'un rire machiavélique que les autorités vont interpréter comme étant le signe d'une grande folie, d'autant plus que tous les témoins de la scène accusent Sirius Black d'avoir tué Peter Pettigrew. Sirius est donc arrêté et envoyé à Azkaban par Barty Croughton Senior sans qu'aucun procès ne se déroule. Il est incarcéré à vie pour avoir tué 11 personnes, pour avoir trahi les Potter et servi les intérêts de Lord Voldemort. En réalité, Sirius connaît la vérité, mais il est le seul. Même Dumbledore n'était pas au courant du changement du gardien des secrets. Sirius sait aussi que Pettigrew s'est échappé et qu'on a trouvé uniquement un de ses doigts qu'il s'est sectionné pour crédibiliser le tout. La vie de Sirius Black sur le papier est donc terminée. Peu de gens survivent à Azkaban et peu de gens réussissent à garder un esprit à peu près sain dans cet endroit de malheur et de désespoir dont nous vous parlions dans une vidéo spécifiquement dédiée à l'histoire de ce lieu de désolation qu'est Azkaban. À Azkaban, il n'y a qu'une seule solution pour en sortir, c'est mourir. Mais justement, Sirius Black ne va pas mourir à Azkaban. D'autant plus que Sirius a de quoi se défendre. Les détraqueurs se nourrissent des émotions particulièrement joyeuses généralement. Et en Sirius, il n'y a plus rien d'autre qu'une seule obsession, son innocence mais aussi son désir puissant de vengeance. En regagnant suffisamment de forme, il réussit à reprendre sa forme d'animagus de chien et donc à échapper aux détraqueurs qui ne ressentent pas véritablement les émotions des animaux. Il se retrouve donc beaucoup moins affecté que les autres prisonniers. Ce qui est d'ailleurs confirmé par Fudge lui-même qui, lors d'une visite, a croisé Sirius Black et qu'il a été très étonné par le fait qu'en effet, il ne semblait pas plus atteint que cela. Il lui a même laissé son journal et ce journal va absolument tout changer. À la une de la Gazette du Sorcier, ce soir-là, figure en réalité une photo qui va sortir Black de sa torpeur. On parle d'une famille de sorciers sans argent, mais qui a eu la chance de gagner au Grand Prix de la loterie et s'est payé des vacances en Égypte pour aller voir un de leurs fils. Sur la photo, on aperçoit une famille de rouquins, heureux de se poser devant les pyramides millénaires de Gizeh, et au milieu de cette photo apparaît un rat à qui il manque un doigt. Il n'en faut pas tellement plus en réalité pour que Sirius Black se décide enfin à s'échapper d'Azkaban, d'autant plus que l'article donne des informations intéressantes sur la localisation du rat en temps scolaire, puisqu'il est précisé que les 4 plus jeunes enfants sont élèves à Poudlard, donc forcément avec Harry Potter. Le rêve assuré pour un ancien maraudeur qui connaît l'école, ses couloirs, ses passages secrets, ses accès sur le bout des doigts. Il décide donc de s'évader et en réalité c'est assez simple pour lui sous sa forme d'animagus. Il se glisse entre les barreaux de sa cellule, il faut dire qu'il a considérablement maigri à cause de la malnutrition. Les détraqueurs ne le repèrent pas et il lui reste ensuite plus qu'à franchir un bras de mer avant de se retrouver définitivement à l'air libre. Officiellement, Sirius Black est le premier sorcier à avoir réussi à s'échapper d'Azkaban. En réalité, il a été devancé de quelques années par Barty Croughton Jr. Mais quand la nouvelle de son évasion parvient au ministère de la Magie, c'est tout de suite le branle-bas de combat, tout le monde est sur le pont. La Gazette des Sorciers tourne en boucle sur le sujet à grand renfort d'articles et des avis de recherche sont publiés dans tous les lieux magiques de Grande-Bretagne. Compte tenu du potentiel dangereux supposé de Sirius Black, le ministre de la Magie va même se feindre d'une visite à son homologue moldu pour l'informer qu'un dangereux criminel s'est échappé. C'est une véritable traque qui s'organise à son encontre, des bataillons d'aurore sont envoyés à sa recherche dans tout le pays. On sait pertinemment que Harry est une cible certaine de Sirius Black, d'où un branle-bas de combat aussi général pour assurer au mieux sa sécurité et celle de Poudlard. Tout le monde est convaincu à cette époque-là que Sirius va venir finir le travail du Seigneur des Ténèbres et tuer Harry Potter une bonne fois pour toutes. Les recherches ne donnent absolument rien pour le coup, dans la mesure où personne ne recherche évidemment
un chien. Sirius Black arrive donc sans difficulté à se frayer un chemin jusqu'à Little Winning pour observer son filleul qui semble déjà en mauvaise posture. Lorsque Sirius aperçoit Harry pour la première fois, c'est au moment où ce dernier attend le Magicobus après avoir pris la fuite de chez lui et avoir été très momentanément renvoyé de Poudlard. Harry est effrayé par la vision de ce grand chien noir caché dans les fourrés, mais n'a pas le temps de s'y attarder plus car le Magicobus est arrivé entre guillemets à temps. C'est à ce moment-là que Harry va découvrir l'existence de ce Sirius Black en le voyant à la une de la Gazette du Sorcier. Évidemment, il ne fera pas le lien avec le gros chien noir qu'il a aperçu dans les jardins de Little Winning. Cette nouvelle, dans un premier temps, ne va pas inquiéter Harry Potter plus que ça. Il ne fait pas nécessairement le lien avec sa propre histoire. Après cette brève rencontre à Little Winning, Harry devient inaccessible, bien protégé au chaudron baveur et sur le chemin de traverse, pour le coup c'était peine perdue. Sirius Black va donc se diriger petit à petit vers le nord jusque dans les Highlands écossais pour prendre ses quartiers près de Poudlard et de la forêt interdite, où quelques sorciers l'apercevront à plusieurs reprises. Il se faufilera aussi à l'intérieur de Poudlard grâce au souterrain reliant le château à la cabane hurlante et fera notamment la connaissance de Patenron qui a très vite compris que ni Sirius ni Peter n'étaient en réalité de vrais animaux. Patenron essayera à plusieurs reprises de capturer Croutard, mais échouera à chaque fois. Devant l'échec du chat d'Hermione, Sirius va décider de se rendre lui-même dans les corridors de Poudlard pour s'infiltrer dans le dortoir des Gryffondor lors de la nuit d'Halloween. Seulement, le portrait de la grosse dame lui interdira l'accès purement et simplement dans sa folie. Il dégradera le portrait en le lacérant de coups de couteau, furieux d'avoir échoué si près du but. Un peu plus tard, il réussira cependant à entrer dans le dortoir, gardé cette fois-ci par le chevalier de Catogan, qui a obtempéré à sa demande d'entrée car il a fait une liste de tous les mots de passe de la semaine perdus par Neville Londubat. Seulement, Petit Gros avait pris la fuite et ne se trouvait plus évidemment dans sa cachette habituelle. Sirius, full rage, détruira méticuleusement tout le dortoir. C'est à ce moment-là que la sécurité de Poudlard sera considérablement renforcée compte tenu du danger qui pèse sur Harry Potter, qui désormais connaît la vérité sur qui est ce fameux criminel, celui qui a participé à la mort de ses parents et qui est pourtant son parrain. C'est la première fois que Harry a sincèrement des envies de meurtre et de retrouver Sirius Black pour venger ses propres parents. En juin, alors que l'hippogriffe Buck vit ses dernières heures, Ron va retrouver Croutard planqué dans la cabane de Hagrid. Sirius, qui veille comme le lait sur le feu sur son plus grand ennemi, s'en aperçoit et capture Ron et Croutard et les emmène ensuite dans la cabane hurlante. Rejoint rapidement par Harry, Hermione puis Remus Lupin, Sirius va dévoiler sa vraie nature, sa vraie histoire. Si dans un premier temps, évidemment, personne ne peut y croire, force est de constater que la vérité éclate au grand jour et que 3 des maraudeurs se retrouvent donc pour la première fois depuis bien longtemps. Sirius souhaite tuer Petit Gros, Remus aussi pour venger les parents de Harry Potter, mais Harry va s'y opposer car Petit Gros est finalement la seule preuve de l'innocence de Sirius Black. Il arrivera d'ailleurs à ramener tout le monde à la raison assez rapidement grâce à cet argument massue. La suite, malheureusement, on la connaît. La transformation de Lupin en loup-garou va offrir une occasion en or à Petit Gros pour s'échapper et courir vers son maître. Sirius est capturé et emprisonné dans Poudlard et s'apprête donc à subir le baiser du détraqueur qui, selon les archives de J.K. Rowling, n'a pourtant jamais été administré, en tout cas sur décision politique ou de justice. Grâce à l'intervention de Dumbledore, mais aussi à celle d'Hermione, évidemment grâce au retourneur de temps, Sirius réussira à survivre à cette épreuve et à prendre la fuite avec. Contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, Sirius ne fuit pas se cacher au 12 Square Grimmauld, dans la maison dont il est le seul et unique héritier désormais. Bien au contraire, il fuit l'Angleterre et le Royaume-Uni pour échapper à l'emprise du ministère de la Magie. On ne sait pas exactement où il est parti se cacher, mais vraisemblablement c'est très loin de Poudlard et de l'Angleterre, car on sait que les trajets d'Edwige mettent beaucoup de temps à aboutir. Il reviendra cependant malheureusement assez rapidement en Europe, lorsque le nom de Harry sortira de la coupe de feu. Sachant pertinemment que cela ne peut pas être un fait isolé, il replace cette surprise dans un contexte pour le moins étonnant entre les événements de la coupe de Quidditch, la disparition de Bertha Jorkins et l'arrivée également de l'ex-mange-mort Igor Karkaroff dans l'enceinte du château. Inquiet de cette situation, il décide de s'installer à proximité de Préolard dans une grotte qui lui permet de rester discret et où Harry, Ron et Hermione viendront lui rendre visite de temps en temps pour le tenir informé des événements à l'intérieur de Poudlard. Pendant toutes les épreuves du tournoi des Trois Sorciers, Sirius va tenter d'aider du mieux possible son filleul, même s'il ne peut évidemment pas se rendre lui-même comme spectateur
Potter aux 3 tâches. Mais le rôle de Sirius dans Harry Potter et la Coupe de Feu est bien différent dans la mesure où Sirius Black permet à J.K. Rowling de conter beaucoup de choses qui se sont déroulées pendant la première guerre des sorciers. C'est une sorte d'instruction à très grande vitesse pour Harry qui va découvrir l'histoire des Mange-Morts éminents, comme ce fut le cas par exemple pour Karkaroff, mais plus largement Sirius est un peu une encyclopédie sur pattes, dont ceci n'est pas un jeu de mots assumable, du monde des sorciers et des personnalités politiques du ministère de la Magie. Il dispose, de par son expérience, notamment à Azkaban, d'une très bonne connaissance des personnalités, des profils psychologiques, et c'est ainsi qu'il est tout à fait capable de donner des informations importantes, tant sur des Mange-Morts que sur des personnes un peu plus policées, comme Barty Croughton Senior par exemple. Son rôle est aussi important, car pour la première fois dans toute son existence, Harry va réussir à construire un lien familial avec quelqu'un sur qui il sait pouvoir compter, même si la situation de Sirius demeure pour le moins précaire à ce moment-là de l'histoire. Sirius fait tout pour assumer au mieux le rôle confié par Lily et James Potter près de 15 ans auparavant. Pour Harry, Sirius devient un repère, un point d'ancrage important dans sa vie qui prend une tournure de plus en plus dramatique au fur et à mesure que sa scolarité progresse et que Voldemort retrouve peu à peu ses forces et ses soutiens. Après la dernière tâche du tournoi des 3 sorciers et le retour effectif de Lord Voldemort à la vie, Dumbledore, qui agit pour la première fois comme un véritable chef de guerre, va envoyer McGonagall récupérer Sirius sous sa forme de chien et le conduire auprès de Harry Potter. Alors que Harry explique les tenants et aboutissants de ce qu'il s'est passé au cimetière de Little Angleton, Sirius est exaspéré. Exaspéré d'avoir laissé fuir Peter Pettigrew quand il en avait l'occasion, et exaspéré d'être aussi impuissant dans cette situation. Harry est ensuite évacué vers l'infirmerie pour soigner ses multiples blessures et contusions. Sirius est autorisé à rester avec lui sous sa forme de chien, et tout ceci sous le regard courroucé de Madame Pomfrèche. En réalité, Dumbledore ne veut pas laisser Harry seul tant pour sa sécurité mentale que pour sa sécurité physique compte tenu de son état et des risques qu'il encourt désormais. Dumbledore fait une confiance aveugle à Sirius Black. Après une dispute carabinée avec Fudge qui refuse de se rendre à l'évidence sur le retour de Voldemort, Dumbledore va clairement lancer les hostilités et refonder l'Ordre du Phénix dont on ignore d'ailleurs si c'est la première refondation ou la seconde. Une réponse que nous devrions découvrir dans le prochain volet des Animaux Fantastiques. Ainsi, Sirius apparaît sous sa forme humaine pour la première fois en public depuis bien longtemps. Cela va même d'ailleurs plus loin, puisque très symboliquement, Dumbledore va demander à Sirius et à Rogue de faire une trêve pour se concentrer sur la lutte à venir. Chacun est prêt pour la bataille qui se prépare. Dans le contexte du retour de Voldemort, il est préférable pour Harry de retourner chez les Dursley pour les vacances estivales, la présence de sa tante lui assurant pour le moment la meilleure des protections jusqu'à sa majorité. Cela laisse le temps à l'Ordre du Phénix de se réorganiser, notamment d'investir un quartier général digne, enfin à peu près de ce nom. Sirius met à disposition la maison familiale des Black au 12 Square Grimmauld qui a pour seul avantage d'être immense et d'être bien caché. Dumbledore en devient le gardien du secret. Lorsque Harry se rend après l'attaque des détraqueurs au 12 Square Grimmauld et malgré le contexte, c'est à ce moment-là que ce dernier va pouvoir construire enfin une vraie relation plus proche avec un Sirius plus nostalgique que jamais et qui enrage de ne pas pouvoir prendre part lui-même au combat pour le moment. Ce sont les ordres de Dumbledore et évidemment impossible de s'incliner. Il faut dire que les missions de l'ordre tiennent principalement à la surveillance de la prophétie au département des mystères et il est peu probable qu'il soit une bonne idée de mettre Sirius au milieu d'un ministère de la magie rempli d'aurore. Sirius est donc cantonné à participer aux réunions et à s'occuper un peu de l'intendance, pas véritablement au niveau de ce combattant. Bien qu'il soit heureux de s'occuper et de discuter un peu plus avec Harry, on sent qu'il y a beaucoup de tristesse dans ce personnage et on a le sentiment qu'il prend conscience de tout ce qu'il a pu perdre à l'occasion de sa longue période d'emprisonnement à Azkaban. Ses amis, son statut social, mais aussi finalement son âme de combattant. Il se retrouve confiné dans une maison qu'il n'aime pas, c'est un nouvel emprisonnement pour lui, qui plus est dans un endroit où la magie noire est omniprésente, comme l'idéologie bien sombre des Blacks. Tout cela rappelé évidemment par l'horrible portrait de la mère de Sirius Black et un elfe de maison pour le moins détestable en la personne de créature. Bref, rien ne va plus dans la vie de Sirius malgré qu'il soit enfin libre depuis tant d'années. Du coup, il décide un peu de vivre par procuration, conseillant Harry, le poussant par exemple à développer l'armée de Dumbledore. Il ne le considère plus comme un enfant et au contraire de tous les autres membres de l'ordre, implicitement, il le prépare en fait à se battre à la bataille finale, mais il y a aussi quelque chose de plus trouble, de plus complexe dans la pensée de Sirius Black. En réalité, il n'a toujours pas fait le deuil de son ami James, et il voit en Harry, tant par sa ressemblance physique que par sa combativité, une personnalité pour le moins très similaire à son ancien ami. Et il a donc tendance, un peu trop, à transposer l'image de James sur Harry et cela n'est franchement pas très bon, ce n'est pas du tout une bonne idée. La relation qu'il noue
au fur et à mesure avec son filleul, mais finalement Harry un peu en danger et on ne va pas tarder à s'en rendre compte à l'occasion de la bataille du département des mystères où Voldemort va user de son extraordinaire don pour la légilimancie afin de projeter dans l'esprit de Harry Potter un acte de torture de Sirius Black, ce qui était évidemment totalement faux, mais le piège a malheureusement fonctionné. S'ensuit alors la bataille opposant l'armée de Dumbledore, l'Ordre du Phénix et les Mange-Morts avant un duel final à 3, Dumbledore, Voldemort et Harry Potter. C'est au cours de cette bataille que Sirius sort de son confinement pour venir protéger Harry Potter. Il va perdre la vie suite à un sortilège inconnu lancé par sa cousine Bellatrix Lestrange. Sirius va disparaître derrière le voile de la chambre de la mort et ne reviendra pas. Cet acte désastreux dans la vie de Harry Potter, un de plus, va le laisser encore une fois orphelin. Orphelin d'une personne qu'il aimait profondément et qui devenait finalement quelque part un peu une sorte de mentor. Tout s'effondre autour de lui, une nouvelle fois, sans retour possible en arrière. Sirius ne reviendra pas comme fantôme, il a décidé de continuer plus loin comme l'explique très bien Nick Quasi-Sans-Tête. Mais ce n'est pas la dernière fois que Harry sera confronté à Sirius. Lors de la bataille de Poudlard, quand Harry décide de se rendre à la rencontre de Voldemort dans la forêt interdite, il le fera revenir grâce à la pierre de résurrection sous une forme évidemment fantomatique. Sirius Black était un personnage très prometteur, un jeune imaginatif, fort, déterminé et courageux. Fauché en pleine jeunesse par des événements qui le dépassent, détruisent sa famille de cœur et qui se résout donc à l'irréparable pour au final mettre sa vie entre parenthèses pendant 12 longues années. La vie de Sirius Black est pour le moins chaotique, pour le moins difficile et très sincèrement, c'est franchement dommage parce que c'est un personnage qui aurait pu avoir une vie tout à fait différente si les événements de la première guerre des sorciers n'étaient pas intervenus pour justement effectivement venir mettre tout ça par terre. En tout cas, Sirius Black aura été une personnalité importante dans la vie de Harry Potter malgré le fait qu'elle ne soit restée en fait que 3 ans dans sa vie, un petit peu moins de 3 ans même, puisque c'est la première fois que Harry va pouvoir se dire qu'il a quelque part une famille qui l'attend, même si cette personne est loin, même si cette personne est à l'étranger, même si la communication se passe la plupart du temps uniquement par courrier, au moins il avait quelqu'un à se rattacher, alors que maintenant, après la mort de Sirius Black, ça devenait plus compliqué. Alors évidemment, par la suite, il va créer sa propre famille, Harry Potter. Il va avoir sa femme, il va avoir ses enfants, dont d'ailleurs le prénom de Sirius sera l'un des seconds prénoms de son fils aîné. Mais c'est vrai que voilà, c'est quelque chose de très différent, quelque chose qui est venu tout changer. La mort de Sirius Black dans la tête de Harry Potter, c'est à partir de ce moment-là où il est véritablement devenu un combattant aguerri, et c'est aussi un homme qui a su lui donner du courage, qui a su aussi lui donner beaucoup d'informations sur son père, lui expliquer beaucoup de choses sur ses parents, et c'était peut-être aussi une manière pour Harry Potter de reconstruire son identité, et cela il le doit véritablement à Sirius Black, qui était vraiment un personnage pas comme les autres, un personnage très touchant, en plus interprété au cinéma par l'extraordinaire Gary Oldman, qui a gagné à plusieurs reprises l'Oscar du meilleur acteur pour divers films, le dernier étant Les Heures Sombres, où il joue le personnage de Winston Churchill pendant la bataille de Londres. Donc vraiment voilà, c'est vrai que l'interprétation de Gary Oldman est venue encore rajouter une dose de tragique et une dose vraiment de magie au personnage de Sirius Black, et pour nous ça reste franchement l'un des personnages de l'Ordre du Phénix les plus attachants, les plus forts, mais aussi celui qu'on aurait voulu connaître un petit peu mieux. C'est pour ça qu'on aurait vraiment très envie, et on sait que vous en avez aussi, non, ne dites pas le contraire, qu'un jour on puisse découvrir les aventures des maraudeurs, pourquoi pas dans une série télévisée sur HBO Max. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire. En plus on sait que J.K. Rowling a déjà commencé un peu à réfléchir à l'idée, puisqu'elle écrivait il y a quelques années une nouvelle sur justement James et Sirius pendant la première guerre des sorciers. Donc vraiment on adorerait pouvoir découvrir l'histoire de ce personnage dans une série qui serait spécifiquement dédié aux maraudeurs. Voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. On espère vraiment qu'elle vous aura plu, que vous aurez appris tout un tas de choses sur Sirius Black. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de ce personnage et ce que vous avez pensé également de cette 100e vidéo. Donc encore une fois, merci à tous pour vraiment votre soutien, votre amitié, la manière dont vous regardez nos contenus, la manière dont vous les commentez, dont vous les partagez aussi. C'est quelque chose qui nous fait vraiment très plaisir et qui nous touche vraiment profondément. Et donc on se retrouve samedi pour une toute nouvelle vidéo à 11 h, et d'ici là n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore déjà fait, et également de regarder nos anciennes vidéos si vous en avez loupé quelques-unes. C'est vrai qu'on a un rythme un peu important, et vous savez quoi? On va continuer. À très bientôt.